Voilà, donc nous reprenons après un excellent déjeuner sous la pluie et le soleil. Une expérience unique. Donc, nous allons essayer de tenir l'heure qui nous est impartie avec donc nos trois intervenants. Alors cet après-midi, nous élargissons notre tour d'horizon à l'étranger avec donc Jasmine Bouchard, qui est donc sous-ministre adjointe responsable de l'expérience usagée et de l'engagement à Bibliothèque et Archives Canada, avec Marine van den Driesch, chef du service de la numérisation aux Archives fédérales suisses, et puis, pas un local, mais un national, Bastien Chastanier, chef du bureau de l'accès aux archives et de l'animation du réseau au FIAF. Voilà, donc nous avons organisé de la façon suivante la table ronde. Chacun des intervenants va faire une courte présentation, 7-8 minutes de son sujet. Puis, nous aurons 2 questions transversales à laquelle ils répondront. Et puis, on vous laissera ensuite la parole pour les échanges et les réactions. Alors, Jasmine, à vous la parole. Merci. Merci, salut. Je m'appelle Jasmine. Je suis là pour vous parler aujourd'hui d'une grande priorité de mon organisation qui est la transformation des services. Ceci étant dit, on fait beaucoup d'autres choses. Fait que si jamais vous avez des questions, je vais être ravie d'échanger. Si jamais aussi tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai manqué tout un passage à cause de son accent », je vais être ravie aussi d'échanger après l'atelier d'aujourd'hui, après les conférences. Ça va me faire grand plaisir. Je me lance. Pourquoi est-ce que BAC tente de redéfinir ses services? Je vous dirais, au cours des 2 dernières décennies, l'organisation s'est essentiellement concentrée sur l'acquisition, le traitement et la préservation de ses collections. 90% de nos efforts sont allés à cette fonction-là de Bibliothèque et Archives Canada, mais aujourd'hui, pour un paquet de raisons, on constate que si on veut demeurer pertinent, si on veut demeurer connecté à la société canadienne, il faut vraiment comme faire un effort pour ressortir de nos murs, faire un effort pour être en contact avec les usagers. C'est pour ça que c'est une de nos priorités. Puis vous allez voir, c'est une priorité organisationnelle. Donc, c'est pas seulement moi puis 3 personnes. Quand je suis arrivée à BAC, il y a quelques années, il y a environ comme 50 personnes qui travaillaient sur l'accès. Aujourd'hui, on est une équipe d'environ 400 pour qui c'est la priorité, l'accès. Donc, il y a un réinvestissement massif de l'organisation dans cet accès-là. Je vais vous présenter un projet qui est vraiment un catalyste, une locomotive pour notre définition de service. Un mot rapide sur Bibliothèque et Archives Canada avant de commencer. C'est une organisation qui est toute jeune. Elle est née de la fusion en 2004 de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales. On est une organisation toute jeune, mais surprenamment, peut-être parce qu'on n'est pas très sélectif, on a une des plus grandes collections au monde. On a 300 km linéaires d'archives, donc c'est très gros comme collection. On a 22 millions de livres. Et ensuite, on a une panoplie là, de photos, cartes, évidemment, ce que vous avez tous un peu dans vos archives. On a une équipe d'environ 1300 employés. On est localisé à Ottawa, dans la capitale nationale, mais en fait, il y a des équipes un peu partout à travers le Canada. BAC a lancé un nouveau plan stratégique en 2022. Donc, c'est le plan qui guide nos efforts vraiment pour la prochaine décennie. L'objectif principal exprimé dans le plan, c'est d'inviter les usagers à découvrir des collections qui leur ressemblent. Okay? Donc, ça, c'est vraiment l'espèce là de flambeau qui aligne tous nos efforts. Notre ambition, concrètement, c'est d'augmenter le nombre d'usagers de 1000%. Donc, multiplier le nombre d'usagers par 10. Là, j'ai vu des yeux dans la salle. Tu sais quoi? Je vais te montrer tout à l'heure. C'est pas une ambition aussi folle qu'elle apparaît. Le graphique à l'écran montre les étapes clés de notre transformation. On a publié notre plan stratégique il n'y a pas longtemps. Ensuite, on a identifié 5 grandes priorités organisationnelles, des projets très concrets. Comment ça va se transposer? Comment ça va se matérialiser, cette vision-là d'inviter les gens à découvrir la collection? Puis évidemment, le projet principal, c'est la transformation des services. Et là,
Je vais vous montrer des outils de mise en œuvre qu'on a créés au cours de la dernière année parce que transformation des services, ça a soulevé un nombre de questions assez intense. Premièrement, transformer comment? Quand je suis arrivée, là, les gens étaient comme Jasmine, transformer quoi? Transformer. Les gens se demandaient, est-ce qu'on veut comme tout mettre en ligne? Est-ce qu'on veut être plus efficace? Parce qu'il y a plein de choses que ça aurait pu vouloir nommer. Fait que notre objectif, c'est vraiment comme de faciliter l'accès à ces collections-là qui sont sous notre gouverne. La deuxième question qu'on nous a posée encore et souvent, c'est c'est qui ces nouveaux usagers-là? Parce que tu sais, je vais te parler on en a 50 000 puis on en veut un demi-million. Ben là, mes équipes me demandaient sont où? S'appellent comment? Tu sais, comme qu'est-ce qu'on va leur proposer? Des questions très légitimes. Donc, on a créé des outils au cours de la dernière année. Je vous les ai mis à l'écran, ils sont en anglais, mais hey, ça me fera plaisir de les envoyer par courriel si vous les voulez. Le premier, c'est les principes directeurs. Parce que on est 400 à transformer les services, puis on voulait que tout le monde transforme dans la même direction. Okay? Fait que nos principes directeurs, à quoi ça ressemble rapidement? C'est une série d'énoncés, il y en a 4, hein? Puis en dessous de chaque énoncé, on a quelques questions. Je vous partage un exemple. Un des énoncés, c'est « on commence avec oui ». Okay? Fait que ça présume que quand quelqu'un nous demande quelque chose, on va essayer de dire oui dans la mesure du possible. Puis les questions qui sont en dessous de cet énoncé-là pour essayer comme de guider la transformation, c'est ils sont où tous les moments où on dit non? Okay? Donc, on essaye d'éliminer des barrières dans l'accès à nos services. Fait que les principes directeurs, ça ressemble un peu à ça. Ensuite, on a créé notre propre cadre des publics. On parlait de segmentation ce matin. La segmentation, c'était une question intéressante chez nous parce que en ce moment, je dirais qu'on sert essentiellement une clientèle d'experts, des gens qui professionnellement font de la recherche. Dans le cadre de leur travail, ils connaissent très, très bien les mécaniques de la recherche. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment élargir cette clientèle-là. Donc, on a utilisé un outil qui est très familier au musée, qui est basé sur les études de John Falk. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils font une segmentation des publics en fonction de leur motivation, pas en fonction de données démographiques. Ça fait en sorte que moi, comme usagère, je peux me diriger vers un endroit, puis je peux bouger entre différents publics. Okay? Fait que je peux arriver avec une question très précise d'utilisation. Puis là, je suis obligée. Comme j'ai une obligation d'aller chercher un document dans la collection de Bibliothèque et Archives Canada pour un besoin XY dans ma vie. Puis tout à coup, je suis séduite par la galerie. Puis là, ma motivation devient haute. Quand je m'en vais vers la galerie, je deviens plus une explorateur. Donc, on a utilisé cet outil-là pour se doter d'un langage commun qui était très important pour nous. Parce que là, on n'essayait pas pantoute d'aider les mêmes personnes. Fait que les barrières sont pas du tout les mêmes là, pour des écoliers, par exemple, ou pour un généalogiste qui fait ça professionnellement. Donc ça, c'est le deuxième outil qu'on s'est donné. Puis finalement, ces deux outils-là nous ont permis de développer des fiches de service. Je vais vous montrer, on a un grand projet qui est comme notre locomotive, c'est la construction d'un nouvel édifice pour Bibliothèque Archives Canada. Puis on développe une douzaine de nouveaux services pour cet espace-là. Fait que là, on parlait par exemple du Makerspace, un espace comme un Fab Lab, okay, un atelier où les gens vont pouvoir créer eux-mêmes. Sauf que là, on était 15 dans la pièce, puis il n'y a personne qui avait la même compréhension de ce qu'on s'en allait faire, tu sais. Fait que ces trois outils-là nous ont vraiment aidés à passer de la grande vision exprimée dans Vision 2030, notre plan stratégique, à une mise en œuvre. Je vous donne un aperçu juste avant de conclure. Ça, c'est l'édifice qu'on construit présentement. C'est un édifice qui va être localisé près des musées nationaux dans la capitale nationale. Donc, c'est à 2 minutes de marche du Parlement, c'est à 2 minutes de marche de comme un paquet d'autres musées qui sont très, très fréquentés là, par les écoles, les touristes, tout le monde qui vient à Ottawa. C'est un édifice qui fait 10 000 mètres carrés, c'est grand de 5 étages. Il n'y aura presque pas de collection. Nos collections sont dans des entrepôts à l'extérieur de la ville. C'est vraiment un lieu qui est dédié à la mise en valeur. Mais on n'est pas seul dans cet édifice-là. On va être on va être colocalisé avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Donc, l'édifice est divisé moitié-moitié. Nos services ne sont pas intégrés. Ils sont de leur côté, ils font leurs choses. On est de notre côté, on fait nos choses. C'est un changement majeur pour BAC. Puis c'est en fait une des raisons pourquoi c'est réaliste de projeter une augmentation de 1 000 % de nos usagers. Parce qu'on anticipe qu'avec la construction de cet édifice phare-là pour la ville, on va attirer cette clientèle-là. C'est la raison aussi pourquoi c'est
impératif qu'on fasse une transformation de nos services. Parce qu'on sait que les gens qui vont venir nous voir ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on voit en ce moment. Je vous donne un aperçu de ce que ça va avoir l'air quand vous allez venir me visiter en 2026, qui est la date d'ouverture. Je ne sais pas si vous êtes fort en calcul, mais c'est très, très bientôt. Fait que si j'ai l'air anxieuse, c'est 100% parce que quand les gens vont arriver dans ce nouvel édifice-là, ils vont être accueillis non pas par des gardes de sécurité, ce qui est le cas en ce moment chez nous, mais par une équipe d'orientation qui vont pouvoir les diriger vers les services qui vont être les plus intéressants pour eux dans l'édifice. Ensuite, il va y avoir toutes sortes d'espaces au premier étage, vraiment pour comme faciliter ce premier contact-là avec les archives. Je vous donne un exemple. On travaille sur un très, très grand mur immersif qui est comme un touchscreen. Tu peux toucher le mur. Puis le premier produit qu'on développe pour ça, c'est un produit où tu peux entrer ta date de naissance. Puis là, ça va te sortir des archives. En fait, de la base de données qu'on est en train de construire à partir des archives. C'était quoi les nouvelles cette journée-là? C'était quoi les livres les plus populaires, les films au cinéma? Donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on crée dans ce nouvel édifice-là. Puis, encore bien d'autres. On me dit de passer la parole, fait que vous me ferez signe si jamais vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Alors, bah oui, dans le, oui, c'est Bastien dans l'ordre du programme. Désolée, hein. Il n'y a pas de faute, c'est toujours comme ça. J'aurais pu faire la journée à moi toute seule, là. C'est bon. Merci à toutes et tous pour votre accueil et puis votre attention. Je suis ravi de pouvoir présenter ce projet devant vous aujourd'hui, un petit peu en avant-première puisqu'il n'est pas encore en production, mais ça ne saurait tarder puisque d'ici quelques jours, en principe, Noria de son petit nom, pour cet outil d'orientation, d'accès aux archives, en tout cas de simplification dans l'orientation des usagers vers l'accès aux archives, sera mis en production sur le portail national France Archives. Et du coup, je suis vraiment très content de pouvoir vous le présenter dans ce contexte aujourd'hui. Alors, les actions des Archives de France dans le domaine de l'accès aux archives, elles sont pas récentes. On en a fait quand même plusieurs depuis quelques années maintenant. Et en 2023, on a supervisé la construction de ce chatbot ou agent conversationnel, plutôt en français, permettant du coup d'orienter les usagers de nos services sur un premier domaine. À l'origine de ce projet, il y a 4 constats qui ont été partagés au niveau du réseau des Archives de France. Je suis sur 2 écrans parce que vous comprendrez après que pour la démonstration, je dois passer sur celui-ci. Donc, une explosion des demandes de recherche de type administratif pour les données 2023 de l'enquête annuelle. Je vous en remercie encore au nom du CIAF. Un peu plus de 40 000 demandes sur ce seul type de segment de recherche administrative adressé à nos services. Un besoin de simplification dans l'orientation et l'accompagnement des usagers, à la fois pour identifier et localiser un document. Je pense qu'on en a quand même pas mal discuté ce matin. Ça, c'est pas un sujet nouveau. On a sédimenté pas mal d'informations là-dessus depuis 2021, en tout cas au niveau du bureau d'accès aux archives et de l'animation du réseau dans plusieurs contextes. Un constat aussi de rendre l'usager, en tout cas un objectif de rendre l'usager plus autonome dans sa démarche d'accès à un document produit, reçu et conservé ou non, on y reviendra, par l'administration. Et aussi rationaliser le flux des demandes qui perviennent dans les services. On a vu ce matin qu'il y avait pas mal d'initiatives mises en place pour ce faire. L'idée étant de pouvoir industrialiser, pour reprendre le mot qui a été employé ce matin, un certain nombre de réponses qui sont en réalité faciles à réaliser, pour permettre aussi aux agents qui instruisent certaines des demandes plus complexes et ainsi apporter une plus-value un peu plus resserrée au niveau du service rendu aux usagers dans ces cas-là. Une remontée de besoins du côté des archives nationales et des archives nationales d'outre-mer, donc au niveau semi-administration centrale, autour des archives produites et reçues par l'administration française pendant la période en Algérie, durant la période coloniale, donc 1830-1962. La preuve de concept, avant de passer à une petite démonstration. Donc, nous, on a travaillé à partir, avec les chefs de projet fonctionnels, à partir de demandes exprimées par les usagers et les réponses que les archives nationales d'outre-mer apportaient à ces demandes. Donc, on a fait, si vous voulez, une espèce de matrice. On a identifié les demandes les plus fréquemment adressées aux services
Et à partir de ces domaines documentaires, on est allé chercher les typologies documentaires associées qui étaient les plus demandées et qui étaient les plus faciles, je dirais, entre guillemets, à instruire et qui débouchaient sur des réponses qui étaient systématiquement plus ou moins toujours les mêmes en termes de j'ai pas ou comment je vous oriente du coup ensuite. 10 000 demandes par an qui génèrent une ou n interactions ensuite avec l'administration sur ces demandes-là. Donc, avec un objectif de mise en parcours simplifié, des demandes les plus fréquemment adressées aux archives nationales et archives nationales d'outre-mer. Donc ça, c'est le résultat que vous verrez juste après. Et on a travaillé également avec un panel d'utilisateurs avant de finaliser du coup cette première proposition. Donc c'était à peu près une quarantaine issus donc avec des usagers en salle de lecture des archives nationales d'outre-mer qui ont testé en fait sans vraiment s'en rendre compte du coup le produit qui sera mis en ligne sur France Archives. Quelques membres de l'association Jeunesse et Mémoire franco-algérienne qui est constitutive du rapport remis par Benjamin Stora au président de la République sur les questions de mémoire autour de l'Algérie et la France, et également des collègues de l'administration, donc Archives de France, Archives nationales d'outre-mer et Archives nationales. Donc voilà, ça c'est le triptyque interpréter, orienter, répondre qui trouve aujourd'hui à s'incarner dans l'outil donc Noria pour nouvelle orientation de recherche interactive dans les archives. Et je vais vous faire une petite démonstration sur deux cas d'usage. Le premier, orienter l'usager dans sa démarche d'établissement de droit. On va tenter de rechercher le dossier de naturalisation de mon grand-père et voir comment du coup le système me répond, ou en tout cas comment il a appris à me répondre. Et un deuxième cas qui permet du coup visant à permettre à l'usager de préciser sa demande de recherche à travers une question autour de l'obtention d'un justificatif militaire. Là, je switch. Non, c'est bon, normalement ça marche. Ah, c'est pas bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va arriver. Je prends le bouton. Non, toujours pas. Voilà. Excusez-moi. Alors, voilà. Je me coupe quand je dépasse le temps. Donc, on est sur la page d'accueil du coup. Donc alors là, on est sur le portail France Archives. Alors, c'est pas la production, vous êtes sur la pré-production. Donc, le service numérique, enfin Noria, ce guichet est aujourd'hui intégré sur la page relative aux sources de l'histoire commune de la France et de l'Algérie. Donc, classiquement, comme la plupart des chatbots, ils se présentent sous cette forme-là. Vous avez un premier texte d'introduction du premier périmètre. Et du coup, pour le tester, on va pouvoir en fait utiliser deux questions. Bon, je vais mettre comme ça, dossier. Oh là. Donc vous voyez, j'ai tapé, il y a plein de fautes d'orthographe. Et donc là, du coup, il y a une première inférence qui se passe, et donc du coup la compréhension en tout cas de Noria est la suivante. Lui il déduit que je recherche après à partir de cette question-là une preuve de nationalité française. Effectivement, en tout cas dans le concept aujourd'hui intégré dans Noria, 99,9% des demandes qui sont libellées sous cette forme-là et adressées à ces deux services-là d'archives recherchent derrière en réalité une preuve de nationalité française. D'accord ? Donc, de ce fait-là, l'atterrissage de la réponse par rapport à cette première question posée arrive sur cette branche du parcours qui a été intégrée du coup dans le moteur de recherche du chatbot. Et on précise que du coup que la qualité de citoyen français en Algérie est obtenue par l'un des trois documents suivants. Avant l'indépendance de 62, un décret de naturalisation ou un jugement d'admission en droit de citoyen français, et entre 62 et 67, en souscrivant en France à une déclaration recognitive de nationalité française. L'explication en image ici, elle va me renvoyer vers les archives nationales qui ont mis en ligne au printemps 2023 trois vidéos visant, si vous voulez, à expliciter le fait que, s'agissant des dossiers de demande de naturalisation qui sont conservés aux archives nationales, ces dossiers ne comportent pas d'éléments de preuve de nationalité. D'accord ? On est vraiment sur la phase d'instruction et quelqu'un qui fera une demande d'accès sur ces dossiers-là n'arrivera quasiment jamais à une preuve de nationalité. Simplement, au printemps 2023, l'explication en image ici, elle est aussi mise en ligne du fait qu'il y a eu des vidéos mises en ligne sur TikTok et qui ont, si vous voulez, qui appelaient à venir, pour les anciens soldats algériens, récupérer des preuves de nationalité aux archives nationales dans celle des inventaires. Ça a généré 1 500 000 vues assez rapidement sur le réseau et a engendré un afflux assez conséquent de personnes en salle de lecture physiquement et puis également de recherche à distance. Il y a toujours beaucoup de recherches sur ce sujet-là, mais là, ça a un peu explosé les quotas. Donc, je recherche un de ces documents. Donc là, on va voir un peu le jeu de l'orientation ou de la réorientation. Si je recherche, par exemple, un jugement,
Du coup, ici, on m'expliquera que ces jugements, ils ont été rendus entre 1919 et 1962 par les tribunaux de première instance du lieu où vivait la personne concernée. Et là, je bénéficierai du coup d'une réorientation vers, en tout cas, une fiche d'orientation des services qui sont censés conserver, en tout cas, ces documents en Algérie, pour le coup. D'accord, ils sont restés conservés en Algérie. Donc, c'est une façon de réorienter, en tout cas, derrière l'usager. Mais là, on sort du coup du canal Noria pour aller vers une réorientation et donc, du coup, une saisine qui sera passée, en tout cas, de nos services, a priori, par rapport à ces questions. Sur le test, maintenant, sur les... Comment? Okay. Je vais faire vite, alors. Alors, du coup, c'est justificatif. Très rapidement, unitaire. Il y a tout un jeu aussi de synonymie. Hein. Donc, je cherche un justificatif de service militaire. Et du coup, on me pose la question de savoir dans quel but je recherche ce document, parce que évidemment que dans beaucoup de cas, je cherche un justificatif aussi pour prouver la nationalité française. Donc, je rebondirai sur le parcours que je viens de vous présenter. On va partir du principe que c'est dans le cadre de recherche historique personnelle ou généalogique. Je cherche un feuillet nominatif de contrôle. Ici, j'ai des éléments de contexte, d'explication de ce que c'est qu'un feuillet nominatif de contrôle, avec plusieurs branches sur lesquelles je peux ensuite cliquer. En partant du principe que la personne recherchée était citoyen français, on va ensuite en discriminer par date de naissance. Donc, avant 1901, le robot m'emmènera sur une base de données qui est mise en ligne sur le site des Archives nationales d'Outre-mer, donc je peux poursuivre ma recherche hors canal à partir des ressources qui sont déjà disponibles pour avancer. Entre 1902 et 1920, en fait, ici, donc 21 et 62, ça m'emmènera au service historique de la Défense, puisque les documents sont conservés là-bas. Entre 1902 et 1920, ça, c'est un choix qu'on a développé avec les Archives nationales d'Outre-mer. Je vais générer ici un formulaire de recherche qui, du coup, comporte un certain nombre de champs obligatoirement à compléter par l'usager, qui doivent permettre ensuite, hors outil, de gérer la demande d'accès suffisamment précisée et éviter ainsi un certain nombre d'interactions avec l'administration, en tout cas sur ces demandes d'accès-là. Une fois complété ce formulaire, il atterrit sur une boîte fonctionnelle aux Archives nationales d'Outre-mer. Il est ensuite il rentre dans un circuit d'instruction et du coup le rebond se fera depuis le service des Archives nationales d'Outre-mer vers l'usager dans une interaction qui sort du coup du canal ici Noria. Voilà très rapidement pour vous dire que les réponses en échec peuvent être très rapidement également aussi entraînées en quasi direct. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Parfait, merci. Alors, le jeu des chaises musicales continue. J'aimerais que vous m'excusiez d'avance s'il y a un peu de germanisme, d'anglicisme ou d'helvétisme dans ma présentation. C'est pas impossible, ma langue de travail est l'allemand, donc je suis pas habituée à présenter ça en français, mais c'est néanmoins très agréable. Donc, ce que j'aimerais vous présenter ici aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aux Archives fédérales suisses notre accès en ligne et aussi les différentes utilisations ponctuelles qu'on fait de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là. Donc, comment ça commence ce type de réflexion? Il y a environ une dizaine d'années, aux Archives fédérales suisses, on a réfléchi à une stratégie numérique. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on poursuit depuis une dizaine d'années. Et une stratégie numérique, pour pouvoir l'implémenter, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le résultat final en tête. C'est ce que je veux représenter avec cette image. C'est-à-dire que sur l'image de gauche, vous voyez la cliente en salle de lecture en train de consulter un dossier analogue. Et ce qu'on voulait atteindre avec la stratégie numérique qu'on poursuit, c'est la cliente chez elle en train de consulter le même dossier, mais de façon numérique, en tout temps et à tout moment accessible. Donc c'est un peu ça l'idée finale qu'on voulait atteindre. Pour atteindre cette idée-là, on a mis en place deux projets. Un projet qui constituait à créer notre accès en ligne, qui est la plateforme via laquelle nos clients et clientes, vous remarquerez d'ailleurs qu'on parle de clients chez nous, peuvent commander mais aussi consulter les dossiers. Et en parallèle, il fallait évidemment aussi mettre en place une infrastructure de numérisation parce que qui dit archive numérique dit infrastructure de numérisation. Donc, c'est ce qu'on a fait avec cet accès en ligne. L'objectif de cet accès en ligne, c'est vraiment que toute personne ait la possibilité
en tout lieu et à toute heure d'accéder aux dossiers qui sont numérisés, pour autant que le cadre légal le permette. Donc, pour ce faire, on a mis en place une stratégie de numérisation sur demande. Donc, c'est intéressant, il y a eu des parallèles avec ça ce matin, avec la réflexion suivante, qui est, j'imagine, le même problème pour tout le monde. Une numérisation systématique des fonds n'est juste pas envisageable en termes de ressources, que ce soit financières ou personnelles. Et du coup, on a décidé de jouer un peu avec la définition d'archives numériques et on s'est dit, si en fait on est en mesure de numériser les dossiers qui intéresse notre clientèle, alors on peut se définir comme archive numérique parce que finalement, tous les dossiers qui ne sont pas commandés, peut-être ne sont finalement pas intéressants pour la clientèle. Et donc, c'est sur ce petit jeu de pensée qu'on se définit comme archive numérique. Ça veut dire que notre clientèle a la possibilité de commander des dossiers numériques. Ça n'entraîne pas de coût. Ça, je pense que c'est important de le signaler aussi. Et ça n'entraîne pas de coût parce qu'en Suisse, on a vraiment un cadre légal qui nous oblige à mettre à disposition les informations à tous les utilisateurs. Ça veut dire que notre clientèle a la possibilité de commander un dossier par personne à la fois. Notre équipe de numérisation numérise ce dossier et ensuite ce dossier est accessible de manière numérique à tout le monde. Pas seulement pour la personne qui l'a commandé, mais pour toutes les autres personnes qui souhaitent le consulter. Ici, vous voyez de manière schématique ce que peut faire l'utilisateur ou le client avec notre portail. Via ce portail, il peut poser des questions. Il y a un chat en direct avec nos collaborateurs et collaboratrices. La personne peut évidemment faire une recherche dans le plan d'archivage. La personne peut, voire doit s'inscrire. Il y a ici plusieurs niveaux d'inscription avec notamment aussi des processus d'identification pris en charge par l'intelligence artificielle. La personne peut passer commande et ensuite consulter le dossier en ligne. Ça, c'est la vision de l'usager et s'ajoute en back-end, si on veut bien, ce que nous, on fait en arrière-fond. Nous, on a la possibilité évidemment de contrôler et de gérer les utilisateurs qui se connectent, de vérifier que leur profil est correct. Ensuite, dès que la commande est passée, on doit évidemment la numériser et puis ensuite la commande est enregistrée dans notre magasin numérique pour l'archivage à long terme. Et c'est seulement à la fin de ce processus-là que le dossier est accessible en ligne et pour tout le monde. Donc ça, c'est notre offre de base, c'est ce avec quoi on a commencé. Et puis ensuite, la méthode qu'on est en train d'appliquer, c'est la méthode des petits pas, si je pourrais dire, c'est-à-dire de toujours chercher comment est-ce qu'on peut améliorer encore un tout petit peu nos services en procédant de manière incrémentale, si ça se dit en français. Une chose qu'on a mis en place notamment, c'est une liseuse 3IF. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de la technologie 3IF, mais c'est en fait une manière de mettre en place des documents numériques en ligne. À la toute base, nos clients recevaient simplement des PDF à télécharger. Vous le savez sûrement mieux que moi, les PDF, c'est pas très agréable pour la consultation. C'est pour ça qu'on a mis en place cette liseuse qui permet vraiment en ligne de pouvoir feuilleter un dossier numérique comme on le ferait de manière analogue. Donc ça, c'est une des premières améliorations qu'on a mis en place. Un des deuxièmes facteurs, c'est normal que vous puissiez pas lire, c'est pas forcément nécessaire. C'est un processus d'anonymisation qu'on a fait aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement la même problématique. Dans notre catalogue, il y a de nombreuses métadonnées qui contiennent des données sensibles, notamment sur des personnes, et qu'on n'a pas le droit de publier selon la loi d'archivage suisse. Et du coup, on avait mis cet accès en ligne en place, mais il y avait 1,4 million de métadonnées que nos clients ne pouvaient pas rechercher, ce qui est finalement pas très satisfaisant. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est un processus de reconnaissance automatique de noms de personnes, de lieux et de dates de naissance. Et avec cette reconnaissance automatique, on a maintenant la possibilité de publier ces métadonnées, c'est l'image que vous voyez à droite, en caviardant simplement tous les noms de personnes, de lieux et de dates qui peuvent justement contenir des informations sensibles. Donc ça, on a mis ça en place il y a 2 ans. Et l'avantage principal, c'est que voilà, ces métadonnées sont maintenant accessibles et que les clients et clientes ont aussi la possibilité de passer commande ou de demander ce qu'on appelle une autorisation de consultation. Une prochaine étape, ça je pense que c'est aussi quelque chose qui nous concerne tous. Tout ce qu'on met en ligne est évidemment lisible par OCR, mais c'est pas encore applicable à l'écriture manuscrite. Et là, on a mis en place un pilote de reconnaissance de l'écriture manuscrite qui a plutôt bien fonctionné et qu'on est en train d'implémenter aussi dans notre accès en ligne, qui apportera encore un peu de richesse aussi pour la clientèle qui souhaite consulter nos dossiers. Je pense que j'ai
Je suis bientôt au bout de mon temps, donc je vous propose encore juste une dernière petite diapositive. Ça, c'est le dernier pilote qu'on a mis en place, qui est un prototype d'extraction automatique de métadonnées de fiches. Vous en avez un exemple ici, on a pas mal de fiches de soldats internés en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'idée, c'est, avec l'aide de l'intelligence artificielle également, d'extraire les données classiques qui reviennent tout le temps, nom de la personne, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'internement, pour ensuite en créer une sorte de base de données avec laquelle l'idée que finalement les clients et clientes fassent eux-mêmes leurs analyses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Si vous voulez, la carte est analysée de façon graphique puisque les différentes informations se trouvent toujours au même endroit de la carte et ensuite les données sont extraites. Et si je peux conclure très très brièvement, 10 ans plus tard, le processus numérique d'archivage est quasiment réalisé puisque tout peut se faire en ligne. Évidemment que la consultation analogue est aussi possible, mais on essaye de favoriser cette partie-là. Nos dossiers, ou en tout cas ceux qui ont déjà été numérisés, sont accessibles en toute heure et en tout lieu. Et on a aussi tenté d'automatiser le plus possible tous nos processus clés. Ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est d'utiliser des solutions open source quand c'est possible, avec l'idée que, puisqu'il s'agit de l'argent public, il faudrait aussi que le code soit public, afin que d'autres institutions suisses, mais aussi internationales, puissent en bénéficier. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on met beaucoup l'accent. Ça n'empêche qu'il reste pas mal de défis. Évidemment qu'il faut une amélioration continue des processus. C'est ce qu'on essaye de faire avec tous ces petits pas. En ce qui concerne la numérisation à la demande, évidemment que l'offre pour l'instant est beaucoup plus importante que ce qu'on peut fournir. C'est pour ça que là aussi, on doit essayer de gagner en efficacité. Et puis la dernière question, c'est quand même celle aussi qui se pose de comment amener tous les clients et clientes vers l'usage numérique, parce qu'on rencontre dans certains groupes de clientèle un peu de résistance envers les services numériques qu'on propose. Merci beaucoup. Donc, il a fallu un peu courir, mais l'heure tourne. Donc, on vous propose, enfin, on va discuter autour de deux questions. Alors, comment engager la conversation avec les usagers pour connaître leurs besoins, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, donc il faut que ça réponde à des besoins qu'ils ont. Et ensuite, une fois qu'on a des réponses, comment mettre en œuvre les actions identifiées. Peut-être Jasmine. Oui, avec plaisir. Merci. Je peux brièvement mentionner, nous, on utilise 4 méthodes principales pour avoir une conversation, animer une conversation avec les usagers. La première, c'est des grands sondages d'opinion publique. La deuxième, c'est des comités consultatifs. On en a par exemple avec les peuples autochtones, on en a avec les jeunes. Puis la troisième, c'est des recherches UX, de convivialité de nos produits en ligne. Une des méthodes qu'on utilise beaucoup aussi, c'est des visites de sites. On se promène à travers le Canada, on va à la rencontre des gens puis des communautés. C'est très, très vaste chez nous. Puis les divergences de vues, de perspectives puis de besoins sont très frappantes quand on va rencontrer les gens. Donc, on utilise une méthode, comme mélange de méthodes, je dirais comme une de nos leçons apprises, c'est que souvent, on a le réflexe d'être un peu défensif. Quand les gens nous donnent la rétroaction, on est comme « Ah, ben c'est pour telle raison », puis « Non, mais vous avez pas compris », puis on essaie de leur expliquer. Mais en fait, comme je pense une des qualités principales qu'on cherche dans les gens chez nous qui font ce travail-là, c'est une espèce d'humilité, d'être comme à l'écoute, une lucidité, d'accepter de comme « Ah, ben non, on pensait que ça marchait pas, on le fait depuis 50 ans, mais c'est comme, faut le changer ». Fait que ça, c'est un peu comment on le fait. On utilise 4 méthodes, mais surtout comme on forme nos gens à emprunter peut-être une attitude là, qui leur permet d'entendre la rétroaction. Merci, je ne sais pas si tu fais dans l'ordre. Je peux peut-être compléter. La question des enquêtes, c'est une question qu'on s'est pas mal posée aussi, nous, ces dernières années. Et après beaucoup de réflexions, on a finalement décidé de ne pas mener d'enquête. Alors, vous me direz pourquoi tant de réflexions pour décider de ne pas le faire. Ce qu'on a un peu réfléchi, on a un public chez nous qui est assez hétérogène parce qu'évidemment qu'on a comme partout historiens, chercheurs, journalistes. Mais une partie de notre public, c'est aussi l'administration fédérale elle-même qui sont en fait les personnes versantes des fonds. Et en fait, le problème avec une enquête, c'est que le risque, c'est de cibler qu'une partie du public ou seulement certains représentants, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas utiliser cette méthode.
Le retour client qu'on a principalement, on l'a notamment dans ce genre, dans un cas comme aujourd'hui, quand on a des possibilités de networking et d'échange, on essaye vraiment là d'entamer la conversation avec des utilisateurs potentiels, et puis sinon on le fait plutôt de manière un peu réactive en fait, c'est-à-dire que comme souvent les réactions qu'on a sont tendanciellement plutôt celles un peu négatives, mais on a ce qu'on appelle en allemand une Wunschliste, on a une énorme liste de souhaits qui de mois en mois est complétée par tous les retours qu'on a, et puis ensuite après cette liste est priorisée, et si on voit qu'il y a des occurrences qui reviennent régulièrement, ça va peut-être être un point qu'on va essayer de développer dans la suite du projet à améliorer. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne chez nous. Du coup, on conclut. Non, si c'est bon. Pardon. Du coup, en complément côté service interministériel des archives de France, en fait, je refais une petite remontée dans le temps sur l'origine du projet, en fait, qui atterrit aujourd'hui sur la proposition Noria. On avait mené une investigation en fait avec l'atelier numérique du ministère de la Culture autour de cette question de comment faciliter l'orientation et l'accès à nos documents d'archives qui sont aujourd'hui conservés dans nos institutions. Et on avait mené, nous, 15 entretiens exploratoires et 4 ateliers. Donc, un entretien avec servicepublic.fr, enfin des représentants de servicepublic.fr, 3 avec des maisons France Service, on en a parlé ce matin, rapidement, 7 avec des usagers, et 4 entretiens et 4 ateliers avec des services municipaux et départementaux d'archives. On avait également adressé un questionnaire quantitatif à 50 services qui nous avaient du coup répondu, archives municipales et départementales, ce qui nous permettait un petit peu d'avoir plusieurs enseignements. On avait ressorti 3 enseignements assez intéressants et qui ont guidé du coup nos travaux depuis 2021. Les défauts d'aiguillage. L'exemple de phrase qu'on avait pu ressortir là, c'était les services d'urbanisme renvoient souvent vers les archives départementales au lieu des archives municipales, par exemple. Deuxième enseignement, l'entrée par besoin usager plutôt que par typologie documentaire, par exemple. Souvent, les usagers n'ont pas identifié le document, ils viennent avec un problème, je cherche les plans de ma maison, mon voisin a construit un mur, etc. Troisième enseignement, les erreurs d'identification du document. Régulièrement, des personnes cherchent un permis de construire pour des mauvaises raisons, par exemple, y trouver des plans d'architecte, connaître la technique de construction des planchers, etc. Du coup, aujourd'hui, on a intégré, nous, tous les enseignements qu'on a pu retirer en 2021, puis en 2022, ce que présentait tout à l'heure Patrice, je crois, sur la grande liste, en fait, le grand état des lieux des ressources disponibles en ligne sur le site internet des services d'archives pour l'aide à l'orientation des usagers. C'est aussi une continuité, en fait, de ces travaux-là. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, demain, après la mise en production, on travaillera évidemment en amélioration continue par rapport à ce que nous remonterons les usagers dans ce qu'ils ont apprécié ou pas par rapport au parcours, dans l'ergonomie qui est proposée, etc., etc. Donc, c'est aussi une écoute qui est évidemment proactive par rapport à ce qui sera remonté des services d'archives, peut-être, mais aussi et surtout des usagers qui utiliseront du coup le service en ligne. On va peut-être enchaîner les questions et puis on vous laissera la parole après. Alors, on a beaucoup parlé, notamment ce matin, on a parlé d'autonomisation de l'usager, qui était un des soucis des services pour justement répondre à un maximum de questions, industrialiser ces réponses. Donc, on voit que c'est un enjeu. Alors, quels outils on peut utiliser pour cette autonomisation, et puis comment on peut procéder pour faciliter l'accès à la fois à l'information, mais aussi, on l'a vu, aux différents services. Oui, je peux peut-être enchaîner. Enfin, je pense que finalement, la numérisation, c'est déjà une méthode un peu d'autonomisation avec tous les outils qui sont liés. Par exemple, grâce à la reconnaissance texte, les usagers ont la possibilité de faire des recherches aussi dans les données primaires, ce qui donne déjà accès à finalement beaucoup plus d'informations. Du côté des archives fédérales, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un chatbot, un peu dans le même style de ce qui nous a été présenté. On a eu une version pendant quelques années qui est maintenant obsolète, avec l'idée vraiment que justement ce chatbot puisse prendre en charge les questions récurrentes qui arrivent le plus souvent. Ça, c'est une des choses qu'on a mis en place. Ensuite, un défi un peu lié à la spécificité suisse et au fait du multilinguisme. Par exemple, dans notre portail de recherche, on a mis en place un logiciel de traduction automatique des termes officiels liés à toute l'administration fédérale, parce que c'est un peu la difficulté parfois. On connaît l'abréviation en français, mais on connaît pas son équivalent en allemand. Et là, on a créé en fait une sorte de glossaire des termes liés à l'administration fédérale,
qui est intégré dans notre portail de recherche et qui du coup facilite aussi la recherche. Ça veut dire que ça permet aux usagers d'une des langues nationales de faire quand même aussi des recherches dans les dossiers des autres langues. Donc ça, c'est aussi un petit outil qu'on a mis en place. Voilà, je pense que ça passe vraiment par tous ces petits aspects-là. Et puis il y a vraiment aussi cet aspect, un aspect dont on discute et dont je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir la problématique, c'est qu'on a souvent un peu, à l'ère du numérique, on a commencé à faire une plateforme à gauche, une plateforme à droite et encore une là. Et souvent, les usagers sont un peu perdus. Et nous, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait agglomérer toutes nos plateformes au même endroit et les rendre intuitives de manière à ce que l'usager lui-même trouve son chemin dans nos plateformes. Parce que parfois, même nous, on s'y perd. Alors, on ne peut pas attendre qu'une tierce personne sache exactement où trouver l'information. Et je pense que cet éparpillement-là ne facilite pas l'autonomisation, mais il faudrait toujours avoir un seul lieu clairement balisé pour que les usagers sachent où se diriger. Alors, effectivement, ici chez nous, on a mis en place la plateforme France Archives, mais qui est une recherche dans les métadonnées, dans les inventaires, mais c'est pas une plateforme globale pour l'accès aux services, parce que évidemment chaque service d'archives a ses propres services. Donc ouais, c'est sûr. Oui. Cette question, elle est évidemment très importante. Elle est au cœur des enjeux du projet Portella sur la partie, en tout cas, chatbot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette question de l'autonomie de l'usager, dans sa démarche, en tout cas d'accès, la facilitation de cette démarche d'accès, doit permettre en réalité aussi de dégager du temps. C'est vraiment l'objectif qui est aussi sous-tendu ici. Si je repars des constats du coup qui avaient été consécutifs de la première investigation en 2021 et qui revient un petit peu sur ce qui a été dit ce matin par rapport à l'offre déjà de services en ligne qui existent au sein de nos services via les portails notamment, ce qui ressortait en fait des entretiens qu'on avait menés, il y avait 5 constats, une information à l'usager qui est en fait assez hétérogène. Selon le service d'archives, on va avoir la présence d'un site qui est dédié, qui va peut-être dépendre de la taille du service, de son organisation et s'agissant du contenu qui dépend aussi des choix du service. Finalement, la notion d'expérience usagée par rapport à ce qui est proposé est pas forcément tout le temps conscientisée au moment où on construit le portail et qu'on met les ressources en ligne pour des très bonnes raisons, évidemment. Autre enseignement, selon la typologie, donc une information à l'usager hétérogène, le principal critère qui conduit un service à publier une aide à la recherche, dans ce qui ressortait des entretiens, c'était le nombre de demandes associées en fait à la typologie documentaire généralement. Avec des informations qui n'étaient pas forcément toujours équivalentes entre 2 typologies qui étaient très demandées, voire d'un service à l'autre. Un constat également sur les efforts d'orientation, donc qui étaient parfois, donc je disais en première instance, déconnectés du parcours de l'usager. Il n'a pas forcément le réflexe en fait l'usager d'orienter ses recherches du côté des archives. C'est un des enseignements dont je faisais part tout à l'heure. L'une des phrases que j'ai ressorties moi de l'expérience qui s'appelait Locadoc, c'est je ne savais pas que c'était aux archives. Pour moi, les archives c'était plus des choses historiques. Également difficilement accessible sur les sites internet des services d'archives. Le parcours pour trouver l'information sur le site n'est pas toujours simple. L'information est parfois proposée sous la forme de documents téléchargeables dans des formats qui les rendent difficilement repérables par les moteurs de recherche. Et également formulée dans un langage peu accessible aux usagers. Et ça, c'était un des grands défis en fait du projet-là. L'information mise en ligne est précise, mais malgré des efforts en termes de pédagogie, peut poser des problèmes d'accessibilité en raison d'un lexique métier en fait, et qui peut échapper du coup de cette là à l'usager. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu nous dans les entretiens qu'on a menés, notamment avec les usagers de nos services. Et du coup, l'un des projets dans le projet, ça a été de travailler avec des experts de ces domaines-là et d'arriver, si vous voulez, à un résultat, une réponse en tout cas d'orientation ou de réorientation en 6 ou 7 clics. On est passé au départ, on était sur plusieurs dizaines et on est arrivé à 6-7. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de 6-7, en fait, l'usager ira voir sur un autre canal où on le perd, quoi. D'accord ? Donc il y avait aussi ce défi-là de rendre simple, entre guillemets, une procédure administrative, un processus administratif qui est évidemment très complexe, avec des terminologies hyper compliquées. Voilà. Donc dans les propositions aussi par rapport au chatbot actuel, demain l'idée c'est là on est sur une intelligence artificielle simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que Noria va dire à l'usager, c'est nous qui lui avons appris. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment balisé le champ des possibles par rapport à ce premier périmètre. L'objectif demain c'est de faire une preuve de concept avec de l'IA générative, parce qu'en réalité au sein de vos services vous avez des corpus documentaires mis en ligne qui sont ultra qualifiés, qui pourrait être largement réutilisé dans ces perspectives-là. Donc ça, c'est ce qu'on va tester en saison 2, si je puis dire. Voilà.
Ben, c'est super intéressant parce que moi aussi, comme la terminologie, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on s'est penché. Puis vous l'avez mentionné tous les deux. On a fait beaucoup de travail dans la dernière année à ce niveau-là, puis on a constaté que c'est super problématique, là. Une des choses qu'on a faites, hein, c'est revoir tous les modèles de courriel qu'on utilise pour répondre systématiquement aux usagers. Okay? Les gens nous écrivaient, on leur envoyait une réponse, ils ne comprenaient pas plus, c'est normal, ça faisait 3 pages la réponse pour dire que finalement, on ne le sait pas. Fait qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau de nos courriels. Donc, on a fait ce travail-là. On a beaucoup aussi dans nos corpus de métadonnées, beaucoup d'endroits au Canada qui ont un nom autochtone, un nom français, un nom anglais. Donc, on bâtit là, des espèces de des ponts, là, on fait de la référence croisée ou cross-reference en anglais, on dit, pour permettre que, comme si je cherche un lieu, ben, je vais trouver tous les documents, là, peu importe comment ça leur a été décrit, tu sais, là, au fil du temps. Puis, un des exercices majeurs qu'on fait en ce moment, parce qu'on avait nommé tous nos services en fonction de comment on est organisé ou en fonction des lois qui nous gouvernent. Donc, les gens devaient faire une demande d'accès à l'information pour avoir accès aux documents fermés du gouvernement. Sauf que nous, comme on est une bibliothèque et une archive, et on a des très, très grands fonds d'archives privées, c'était un cul-de-sac pour les gens, parce que tout le monde a un besoin d'accès à l'information quand ils viennent nous voir. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc, les gens embarqués dans cette file-là, qui est comme un processus très complexe, pour qu'après, comme 6 mois, on leur dise « Non, non, t'as pas choisi le bon chemin, finalement. Tu retournes à la case départ. » Donc, juste dans la façon dont on nomme les services, je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire pour rendre les gens plus autonomes. Hein? Fait que c'est des aspects sur lesquels on travaille aussi. Merci. Eh bien, maintenant, on vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci. Pour la collègue canadienne, j'avais une question. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, vous avez parlé de 4 grands, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, 4 grandes questions, enfin 4 grands principes. Le premier, c'était, on commence avec oui, et j'aimerais bien avoir les 3 autres, si c'est possible. OK. Oui, je peux. Rapidement, parce que oui. Mais puis tu sais, là, je veux pas m'emballer puis prendre tout notre temps. Fait que si vous voulez plus d'infos, vous me faites signe. Le premier, en fait, c'est tout le monde est le bienvenu. Chez nous, il y avait vraiment une hiérarchisation des usagers puis des non-usagers avec lesquels on était en contact, de laquelle on voulait s'éloigner. Donc, on était tout feu, tout flamme pour les experts, puis les gens qui avaient pas assez de connaissances pour naviguer les archives par eux-mêmes, on leur disait, il va falloir t'embaucher quelqu'un pour t'aider. Ce qui est comme, écoute. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'accès prend plusieurs formes. Fait que c'est encore un peu une question de démocratisation puis de hiérarchisation. Il y avait vraiment comme une vision que l'accès devait systématiquement être une recherche, puis ensuite la lecture des documents, puis la rédaction d'un rapport. Mais en fait, là, les gens qui nous trouvent sur les médias sociaux puis qui regardent nos posts sur Instagram, ils ont une expérience d'accès. C'est à nous, après ça, d'aller comme tirer profit de cette expérience-là. Donc, on a voulu clarifier pour nos équipes que l'accès, c'est pas juste la personne qui lit quelque chose pendant des heures et des heures. Le troisième, en fait, c'est, on commence avec oui. Puis le quatrième, c'est on le fait ensemble. Non. On le fait ensemble parce qu'à l'intérieur de l'organisation, on est un peu éparpillés. On est une très grande équipe, donc on voulait comme exprimer que c'est un projet de groupe. Mais aussi, on est un peu ambitieux, tu sais, comme on veut avoir 300 événements par année dans notre nouvel édifice. Ça, c'est presque un par jour. Puis on est très conscient qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on fait des partenariats avec les musées nationaux, avec plusieurs organisations au Canada. Puis on veut que quand les gens développent les services, il y ait ce réflexe-là de se demander, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider dans la livraison de ça, au lieu qu'on fasse tout seul? Parce qu'on est un peu tous dans la même situation de la culture. Tu sais, là, tout le monde n'a pas assez de ressources pour servir ses ambitions. C'est un peu ça les grands axes qu'on a dans notre... Moi, j'avais 2 petites questions. Vous avez parlé d'un super parcours usager innovant. C'est magique pour nous. Juste la question de l'usager, en fait, victime d'électronisme. Où est-ce qu'on le positionne? Comment est-ce que finalement on l'accompagne à l'heure de la mise en ligne? Et deuxième chose, quel était en fait tout le travail? Alors c'est peut-être un peu dissocié, mais quel est le travail de conduite au changement que vous avez mis en place pour vos équipes qui sont derrière tous ces robots? Voilà. C'est pour moi la question? Pour les 3.
Alors, je peux peut-être commencer. La toute première, c'était sur l'électronisme. Comment est-ce que vous accompagnez les gens qui sont très loin du numérique et voire du FALC et de l'accessibilité? Alors, en tout cas, nous, ce qu'on a mis en place, c'est que via ce chat en ligne, on a la possibilité de faire je pense qu'en français, on dit co-navigation. Enfin, nos collaborateurs ont la possibilité de partager, la personne a la possibilité de partager son écran et comme ça, on peut faire de l'accompagnement 1 à 1. Et puis, notre salle de lecture est en ouverture réduite, mais elle est toujours ouverte. Et en fait, on a vraiment cette volonté que quand les clients sont sur place, qu'on puisse aussi les accompagner dans le processus numérique. C'est un peu ces deux voies-là qu'on parcourt. Mais c'est une question intéressante. Enfin, il y a notamment des études, je crois qu'il y a une étude européenne sur la perception des gens de l'attractivité numérique. Et par exemple, en Suisse, on a des valeurs qui sont beaucoup moins bonnes qu'en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Suisse, la population est moins enthousiaste de manière générale face à l'outil numérique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que sinon, on va laisser des gens sur le chemin. Oui, c'est bon. Il y avait d'autres réponses. Je me rapproche. Sinon, je peux parler comme ça. Alors, évidemment, bonne question sur l'électronisme. Alors, aujourd'hui, alors Noria, c'est un canal qu'on va mettre en ligne. On va voir comment ça se comporte dans les mois qui viennent. On n'est pas forcément tout à fait persuadé que ça contribuera tout de suite, en tout cas, à croiser les courbes au sein de ces services en termes de volume de demande. Néanmoins, aujourd'hui, je sais que du côté des services qui l'utilisent, Archives nationales, Archives nationales d'outre-mer, en salle de lecture aux Archives nationales d'outre-mer, la chef de projet l'a testé à plusieurs reprises, en fait, en accompagnement des usagers qui venaient en salle exprimer des demandes de ce type-là. Et du coup, elle leur a répondu avec le canal Noria sous les yeux. Donc, en fait, c'est pas forcément une utilisation qu'on avait anticipée au départ. Et finalement, c'est venu pendant la phase de test. Avec des usagers, on dit mais comment on peut associer des usagers à ce moment-là? Et c'est une proposition qui a été proposée, qui a été réalisée par les ANOM, et ça a très très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on se pose aussi la question de générer une attestation qui vaut en droit d'accès au titre du Code des relations entre public et administration. Et en fait, sans avoir besoin de la générer aujourd'hui, en l'état, ça a suffi en salle de lecture, en tout cas pour contenter entre guillemets une recherche qui était parfois déceptive, puisque le résultat, on n'a pas, c'est pas conservé ici, ou en tout cas vous ne trouverez pas les preuves de nationalité française dans ce dossier. Du coup, l'accompagnement il se fait sous cette forme-là. Du côté de l'accompagnement au changement, c'est passé également par la phase de test en réalité, puisque dans le panel utilisateur, vous l'avez vu, il y avait pas mal de collègues en fait des Archives nationales ou d'Archives nationales d'outre-mer qui sont pas du tout forcément experts en fait de ces domaines, mais pour certains d'entre eux qui répondent à ces questions. D'accord, ou qui font du guichet d'accueil en salle de lecture en fait en premier niveau avec les personnes qui viennent sur ces questions-là. Et donc ils ont aussi vu le potentiel, même pour eux, en termes d'orientation de l'usager, parce qu'ils n'ont pas forcément, toutes les ressources en tête, ou en tout cas sur un guide en salle de lecture. Et donc, ils savent aussi qu'ils peuvent s'appuyer sur ce service-là. Et donc, évidemment, ils seront aussi associés à la mise en qualité continue derrière sur les deux institutions. Je pense, si je peux encore juste ajouter un truc sur l'accompagnement au changement, ça crée toujours des résistances, mais notamment quand on travaille sous forme de projet, je pense que c'est important aussi c'est banal ce que je dis, mais d'être capable de célébrer les petites étapes et ce qu'on a réussi à construire ensemble. Le jour où on a mis en ligne ces 1,4 million de métadonnées qui n'étaient pas accessibles, il faut voir ça comme une victoire en fait. Et je pense que c'est une manière aussi de convaincre en fait l'équipe que voilà, qu'on arrive à atteindre des buts et que ces buts-là ont aussi un aspect positif pour les utilisateurs. C'est très banal, mais je pense que c'est des petites choses à mettre en place. Oui, une question pour Chassani après. Donc, je travaille aux archives de Nantes, ville et métropole, et on reçoit quasiment tous les jours des demandes concernant la naturalisation, l'état civil de l'étranger. Bon, ça vient du fait que à Nantes se trouve le service central d'état civil de l'étranger à Rezé la déterrorisation. Et donc, on a dans ces messages, on se rend compte effectivement qu'ils sont souvent dans un français très très approximatif, aléatoire et compliqué. Donc, je me demandais si dans votre projet, il avait été envisagé qu'il y ait une traduction des demandes, par exemple pour Algérie directement en arabe, pour renforcer la facilité de répondre et de recherche et d'échange avec les usagers qui sont là dans une recherche pour un document bien précis, généralement, qu'ils envoient qui est écrit de l'étranger et qui transmettent dans un français, mais qui est très très difficile à comprendre. Alors, c'est évidemment une question qu'on s'est posée tout de suite.
En fait, alors, je fais une présentation de Noria aux archives diplomatiques la semaine prochaine. Simplement, on a intégré dans Noria aujourd'hui quasiment toutes les manières de poser ces questions sur ces thématiques-là. D'accord, donc même dans le français très approximatif, vous avez vu même beaucoup de fautes d'orthographe, j'ai fait plus ou moins exprès, en tapant très vite. Du coup, il y a quand même de la pertinence par rapport, en tout cas, à ce que nous on atteint du côté fonctionnel. Sur la traduction en langue arabe, en fait, c'est une des premières questions qu'on a posées à notre éditeur. En fait, c'est tout à fait possible. Simplement, compte tenu des concepts qu'on manipule, il faut une traduction. On peut pas faire une traduction mot à mot. Il faut que ce soit une traduction qui soit dans le contexte culturel du coup arabe, d'accord. Ce qui implique en fait une traduction à la volée quasi permanente. Et donc c'est un projet dans le projet, c'est-à-dire qu'en fait l'équivalent de la traduction de Noria, c'est un tout petit périmètre aujourd'hui encore. Hein, c'est l'équivalent en coût projet de Noria. C'est un projet dans le projet. C'est un projet autonome, en fait, qui est juste l'équivalent en langue arabe. Donc là, aujourd'hui, en termes de financement, c'est assez important. Ça, c'est une question qu'on a évidemment en tête. On va voir comment le service y rend des services. D'accord. Et l'idée, c'est que à un moment donné, on ira peut-être chercher des financements pour justement amener une traduction à la volée. Mais ça oblige de travailler avec des linguistes en permanence en fait. C'est pas juste je fais une traduction littérale et puis voilà, parce que ça marchera pas. Parce qu'en fait les concepts, la manière de poser les concepts, il y a aussi le fait d'écrire en langue arabe, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui typiquement dans les applications qui sont les nôtres, c'est pas forcément une possibilité native. C'est-à-dire que ça oblige déjà des développements aussi spécifiques de pouvoir écrire de gauche à droite ou de droite à gauche. D'accord. Voilà. Juste une question complémentaire par rapport au retour des usagers. Est-ce que dans vos 3 projets, comment est-ce que les usagers, alors qui sont familiers des outils numériques, vous font des retours? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je sais pas, un espace dans lequel ils peuvent vous dire ça fonctionne pas, j'ai pas trouvé le document que je cherchais. Enfin, comment vous nourrissez finalement les retours? Je vais dire plutôt négatif parce que quand c'est positif, généralement, ils le disent pas. Pour commencer, nous, on utilise différents corpus là, pour ajuster nos outils en ligne. On fait du data mining, donc on regarde là, le comportement des usagers sur le site web. On a aussi des sondages aléatoires sur le site. Donc, si vous allez sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, là, vous aurez peut-être le bonheur d'être victime d'un pop-up. Donc, ça s'allume comme ça dit « Voulez-vous nous en dire plus? » C'est un peu comme quand tu quittes le magasin là, puis qui te demande si tu as aimé ton expérience. Et puis finalement, on a ce qu'on appelle des fireside chat, comme une discussion au coin du feu. Donc, on le fait 4 fois par année. Tout le monde est invité dans la communauté. Les gens peuvent venir. On a des usagers qui sont très, très vocales. C'est des réguliers de ces sessions-là, je dirais. Donc, on utilise différentes mécaniques là, pour aller chercher les commentaires. Puis après ça, on utilise comme d'autres outils même pour mesurer ce qui revient le plus souvent. Parce qu'on ne veut pas comme aller réparer chaque micro-problème, hein, parce que des fois, si c'est juste un problème pour une personne. Fait qu'on essaye de cibler après ça là, ce qu'on entend le plus, là, ce qui semble le plus problématique. Alors, en effet, il n'y a pas d'adresse contact sur la page de Noria pour réagir sur Noria, sur France Archive. En revanche, vous avez une boîte aux lettres fonctionnelle. Enfin, il y a une adresse générique sur France Archive qui atterrit au Service Archives de France, qui ensuite est dispatchée vers chacun de nos bureaux selon la thématique. Donc, ce sera une façon de recueillir du retour d'expérience usagée. Vous l'avez pas vu, je l'ai pas montré, mais il y a certains parcours qui se terminent avec pouce levé, pouce baissé. Alors ça, c'est typiquement un chatbot, enfin en tout cas dans l'esprit, c'est-à-dire qu'en gros, je suis super content. En gros, ça permet de qualifier en fait aussi. C'est en gros, je suis content, je mets le pouce levé, et donc en fait, ça qualifie. Et plus ça va, plus c'est levé, plus ça qualifie le parcours en super comment dire, taux de pertinence quoi. Il y a le pouce baissé qui dit en gros je suis pas content, mais là il faut faire vachement attention parce que c'est pas parce qu'il y a un pouce baissé que l'usager dit qu'il est pas content. Il est pas forcément content parce que le parcours est en échec. Il est peut-être pas content parce qu'en fait c'est pas la réponse qu'il attendait, même si c'est la bonne réponse. Du coup, en droit d'accès en tout cas, dans l'orientation, c'est pas forcément ce qu'il avait dans la tête et du coup, c'est plus l'effet déceptif qu'il faut arriver à mesurer. Donc ça, c'est pas évident. Je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut l'entraîner nous en direct. En fait, le chatbot, c'est un peu la puissance quand même du truc, c'est-à-dire que moi, je fais quelque chose dans le back office là maintenant. Ça se verra tout de suite en production. Si je crache l'outil, il crachera en production de manière immédiate. Il est synchronisé, quoi. On l'a vécu il y a pas longtemps.
Donc, ça génère quelques sueurs froides, mais du coup, on a fait bon, tout va bien, ça se remonte tout de suite. Hein. Mais simplement pour dire que du coup, on peut faire de l'amélioration nous en continu. Alors évidemment, l'usager qui sera en échec, vraiment en échec, ben lui, soit il reposera sa question dans quelques minutes, et du coup, ça fonctionnera parce qu'on l'aura entraîné tout de suite. Mais on a prévu comme ça un peu des ateliers, si vous voulez, de suivi, pour reprendre un peu un certain nombre de questions qui n'arrivent pas tout à fait là où elles devraient arriver, pour un peu les redresser, les retravailler en fonction des parcours usagers déjà existants et qui viendront s'ajouter les uns après les autres dans les mois qui viennent, parce qu'on est en train de travailler à d'autres parcours. L'idée étant d'ouvrir sur d'autres domaines, décision de justice, urbanisme ensuite également.